Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, j'ai démarré avec WordPress en 2006. Donc, on n'était pas beaucoup à l'époque. Je fais pas mal de thèmes sur mesure depuis plus de 10 ans. J'ai aussi un centre de formation. J'ai pas mal contribué au WordCamp Paris. Donc, c'est la grosse réunion WordPress à Paris. Maintenant, il est un peu partout en France. Pendant longtemps, c'était la seule en France. Sinon, on a un podcast donc, qui s'appelle Very French Trip. Je pense que toi, tu enverras des liens, hein, je pense, Oui, Fanny, tout à je fait. pourrais mettre ces liens-là. On a une association, donc effectivement, on a la chance d'être accueillis par Malte à chaque fois pour organiser le meet-up officiel à Paris. D'ailleurs, on apparaît dans le tableau de bord WordPress hein, quand il y a un nouvel événement. Et puis voilà, en fait, en résumé. Donc aujourd'hui, ce que je voulais mettre en avant, c'était plutôt les bonnes pratiques et on va plutôt se concentrer sur le thème autour de WordPress parce qu'il y a un écosystème qui, c'est un peu ce qui fait la force de WordPress, mais il y a beaucoup de thèmes qui sont disponibles. Et après, j'ai vu des expériences qui n'étaient pas forcément très pérennes dans le temps, donc je voudrais partager mon expérience par rapport à ça. Voilà, donc on va Super, merci démarrer. Grégoire. Je t'en prie. Je te repasse la parole dans quelques secondes. Je voulais Oui. simplement vous partager à tous, avant qu'on démarre, le lien vers le site des Malte Academy. Donc, les Malte Academy, ça fait quasiment 3 semaines qu'on a démarré ces formations. Donc, vous êtes très nombreux à nous proposer également de nouveaux thèmes. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous écrire si vous souhaitez animer des Malte Academy. Ça peut être sur plein de sujets différents, des sujets tech, data, marketing, com. Donc, n'hésitez pas à nous écrire et je vous envoie le programme. On le met à jour chaque semaine. Donc, vous pouvez consulter le programme d'avril. Et Grégoire, je vais couper ma caméra et te laisser la parole et je reviens à la fin. OK? Ok, super. Merci Grégoire. Je t'en prie. Donc là, je vais faire une petite présentation un peu théorique et après, je vous ferai une petite démonstration sur un site en ligne que je vous ai préparé. Alors, pour résumer, le projet WordPress, c'est un projet qui est open source. Donc, ça représente à peu près 36% du web. Et si on se concentre sur les sites qui utilisent des CMS, ça représente 60%. Le deuxième CMS, c'est 10%. Donc, c'est quand même le CMS dominant dans le monde. Il faut savoir que comme c'est open source, c'est l'intelligence collective qui est beaucoup sollicitée. Ça veut dire aussi qu'on a des mises à jour qui sont régulières. Alors, j'insiste un peu sur ça parce que c'est ce qui va déterminer le choix au niveau notamment de l'hébergeur. Parce qu'il va falloir, comme le projet évolue tout le temps, pouvoir facilement tester les mises à jour avant de le mettre sur la version en ligne qu'on appelle la version de production. Alors, l'infrastructure d'un site, et ça, j'insiste aussi un peu sur ce point-là, on a deux grosses entités. On a le nom de domaine, donc ça, c'est le nom du site, et le serveur. Le nom de domaine, je recommande toujours, et ça fait partie des bonnes pratiques, de le distinguer de l'hébergeur. L'hébergeur, c'est le serveur qui héberge votre site. Pourquoi? Parce que vous avez rarement un problème avec celui qui vous loue le nom de domaine. Le problème, souvent, il vient du serveur. Or, quand vous prenez une offre mutualisée, souvent, il vous propose le serveur qui est dans le pack et c'est un peu une manière de vous attacher, si je peux m'exprimer ainsi. Pourquoi? Parce que quand vous êtes référencé dans Google, ce n'est pas le numéro de la machine qui compte, c'est le nom de domaine. Donc, du coup, si vous séparez les deux, c'est vrai que ça coûte un peu plus cher, mais ça vous donne beaucoup plus d'indépendance. Alors, au niveau des serveurs, il y a 3 grands types. Il y a les mutualisés, il y a les dédiés et les spécialisés WordPress. Alors, il y en a un qui s'appelle VPS, donc je ne vous ai pas parlé de celui-ci puisque ça, les spécialisés WordPress, enfin les serveurs spécialisés WordPress, ça fait un peu office de serveur VPS. Donc, on verra un peu plus en détail ces types d'hébergement. Ensuite, pour essayer de donner une image un peu plus forte au niveau de WordPress, parce que ce n'est pas toujours bien compris l'infrastructure WordPress. Si je compare WordPress à une voiture, on va dire que le moteur, c'est WordPress. Donc, il y a 2 entités dans WordPress. Il y a wordpress.org et wordpress.com. WordPress.com, c'est un service. C'est-à-dire que c'est une plateforme où vous allez héberger votre site, mais vous avez beaucoup moins de liberté. WordPress.org, c'est la version WordPress qui est open source, que vous pouvez installer où vous voulez. Et là, vous avez beaucoup plus de liberté sur le développement de votre site. Ensuite, vous avez le thème. Le thème, c'est la carrosserie de la voiture.
Donc, il y a un écosystème qui est foisonnant. On a beaucoup de thèmes gratuits, on a beaucoup de thèmes premium. Souvent, les problèmes de sécurité vont venir des thèmes premium. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, tant que possible, quand vous choisissez un thème, il faut toujours prendre un thème qui a une version gratuite et une version premium. Pourquoi? Parce que s'il est gratuit, c'est-à-dire qu'il est testé, il est audité par la plateforme WordPress. Donc, vous avez beaucoup moins de chances d'avoir des problèmes de sécurité avec ce type de thème. Ensuite, on a les options de la voiture. Donc, ça, ce sont les extensions. Pareil, il y a des extensions qui sont gratuites et d'autres qui sont premium. Je vous recommande également de toujours mettre en avant plutôt les extensions qui ont deux versions, la gratuite et la premium. Pourquoi? Parce que c'est également testé. Et enfin, dans une voiture, je ne suis pas forcément fan du tuning, mais c'est pour représenter un peu le système, eh bien, on a les constructeurs de pages. Donc, on a deux grands constructeurs que je mettrai en avant. Il y a Elementor ou Beaver Builder. Les deux ont une extension gratuite et une extension premium. Je vous demande pardon. Donc voilà, retenez ça. Ça vous permet de bien comprendre l'écosystème. Ensuite, au niveau des thèmes, je vais me concentrer sur un thème que j'apprécie plus particulièrement qui s'appelle GeneratePress. Pourquoi? Parce qu'il est très très souple. Il convient aussi bien aux gens qui n'aiment pas faire du code qu'aux personnes qui peuvent faire des personnalisations avancées. Ensuite, il est assez intuitif. Il respecte à 200% les standards de WordPress et ça, c'est important. Il va utiliser beaucoup ce qu'on appelle le menu personnalisé. Je vais vous faire une petite démo. Et il y a pas mal d'options locales qui sont disponibles. Ensuite, il est très léger. Il est vraiment optimisé. Il est optimisé, j'appelle ça, pour s'associer. C'est-à-dire que il a très peu d'outils qui sont intégrés nativement, mais il accepte très facilement un constructeur de page qui sera externe. Il est très bien documenté, donc ça c'est important. On trouve énormément de code pour personnaliser le thème ou même pour faire des changements assez basiques. Il est pérenne, pourquoi? Parce que c'est un moteur de thème, il y a beaucoup d'utilisateurs et on le couple toujours avec un thème enfant. Ça veut dire que quand GeneratePress se met à jour, votre thème enfant n'est pas modifié. Et enfin, il est abordable. Il y a un peu tous les prix dans les thèmes premium. Celui-ci, il coûte 49 $, 49,95 $ pour un an. Et il y a une remise de 40% à partir de la deuxième année. Et enfin, il est illimité avec ce prix-là. Donc, c'est vraiment quasiment donné, hein, vu ce qu'il apporte. Alors, bien sûr, il a une version gratuite que vous pouvez tout de suite télécharger. Et pour avoir beaucoup plus d'options au niveau du design, c'est une option qui est payante et c'est celle dont je vous parlais, qui coûte 49,95 $. Alors, la gestion du design, et ça, on fera une petite démonstration juste après, je vous montrerai. Elle est gérée par deux parties. Il y a GeneratePress qui va vraiment travailler sur la structure de base, qui va centraliser les polices de caractère, les différents blocs, les espacements. Et Elementor, lui, va se concentrer sur la partie contenu principal, où là, vous allez pouvoir faire des mises en page qui seront beaucoup plus complexes. Par contre, on verra qu'il y a des options à bien régler pour éviter que ça surcharge le site. Donc ça, on verra ça dans la démonstration. Enfin, et donc ça, je reviendrai sur cette partie, ce qui va être important, ça va être un bon hébergeur et puis une extension de cache et Zapier quand vous voulez faire beaucoup plus de choses avec votre site. Zapier, c'est un web service qui permet aux services web de communiquer entre eux. Donc, on va partir tout de suite sur la démo. Alors, je vous montre peut-être quelques pages avant. Donc, ça, c'est la page de Meetup de notre asso. Ça, c'est la page de notre podcast. Ensuite, le tuning. Le site de GeneratePress. Elementor qu'on va utiliser. Et puis, les hébergements. Donc, moi, je vous recommande deux hébergeurs. ThemeCloud, qui sont tous les deux français. Donc, c'est des sites vraiment, c'est des serveurs vraiment spécialisés WordPress avec une infrastructure qui gère la sécurité, qui permet de cloner facilement son site, de tester les mises à jour sur des copies de son site. Donc, ils ont tous les deux le même type de fonctionnalité. Donc, on va partir sur une petite démo. Donc là, j'ai un site qui est tout prêt. Je vais d'abord vous montrer les options qu'on peut avoir avec GeneratePress. Donc, c'est le cadre principal. Et ensuite, je vous montrerai les bonnes pratiques avec Elementor. Donc là, je suis sur la page à propos. Je vais faire personnaliser parce que GeneratePress utilise
ce menu qui a été développé par WordPress et qui permet de facilement tester une modification du site sans avoir à toucher à la version qui est en ligne. Donc là, j'ai une prévisualisation du site. Sur la gauche, je peux même masquer les contrôles quand je veux vraiment voir ce qui se passe. Et GeneratePress ajoute des groupes de réglages. On a mise en page, couleur, typographie et image d'arrière-plan. Donc, si je travaille par exemple sur la mise en page, au niveau du conteneur, on va pouvoir facilement, vous voyez, changer les espacements des éléments. On va pouvoir changer les séparations, on va pouvoir changer les séparateurs de contenu, on va pouvoir modifier les marges internes. On a énormément d'options. Et à chaque fois qu'on est dans une des zones, on peut facilement passer de l'une à l'autre. Donc, par exemple, je suis dans le conteneur, je vais tout de suite avoir la possibilité de changer la typographie ou changer l'arrière-plan. Donc, si je vais dans la typographie, on va avoir la police de caractères qui est chargée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir se connecter automatiquement à toutes les Google Fonts. Donc, on a une police qui est en ligne. On a la possibilité de choisir les graisses de caractères qu'on veut utiliser. Et on a toutes les options sur les titres, les sous-titres, les hauteurs de ligne. Quand on est sur la police, on verra évidemment qu'on peut aussi changer la couleur. Donc, c'est le thème principal, GeneratePress, qui va charger les polices. Ça, c'est important de le faire à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ça permet de centraliser toutes les polices de caractères de manière globale sur tout le site, aussi bien sur les titres que sur les navigations. Alors, quand on parle de navigation, on a plein d'options qui sont disponibles également. Donc, si je vais dans En-tête, donc là, alors j'ai rien dans l'en-tête, hein, je vais aller dans la navigation principale. Donc, on va repartir dans typographie, navigation principale. Donc, on a la taille de la police. Et si je vais dans mise en page, on a les espacements, taille de l'élément du menu, les menus, les largeurs du sous-menu. On a énormément d'options, vraiment. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que comme on est sur la version personnalisée, ben, on peut, si je fais on va faire un réglage qui est assez fort, vous puissiez voir la différence. Donc là, si je vais dans typographie, je vais prendre un titre, je vais prendre le titre 1, je vais grossir ce titre-là. Imaginez que je fais un test et je n'ai pas envie de publier. Donc, je vais cliquer sur la roue crantée et je vais passer en mode brouillon. Du coup, j'enregistre en brouillon. Et si je sors du mode personnalisé, eh bien, je reviens sur la version normale. Si je refais personnaliser, il va recharger mon brouillon qui est en cours. Ce qui est intéressant en plus, si on travaille à plusieurs, c'est qu'on peut faire des tests assez poussés et au niveau du brouillon, on pourrait le partager. On a un lien qui est direct qu'on peut partager avec d'autres personnes. Et si on veut enlever donc les modifications, il suffit de faire annuler les modifications. Donc, vous voyez, ça, c'est mis en avant par WordPress, puisque WordPress utilise ce même menu personnalisé pour plein d'options. Et ça permet donc de tester en direct, de voir également ce que ça pourrait donner sur un mobile ou une tablette et de travailler en direct. Donc, voilà. Donc, ça, on va vraiment dans GeneratePress. Je n'essaye pas de trop détailler les options parce qu'il y en a énormément. Mais on va travailler sur la structure de base. Ensuite, vient la partie centrale. Donc ça, je vais quitter le mode et vous montrer une page qui est toute prête. Il faut juste que je trouve comment changer d'onglet. Voilà. Donc là, c'est une page qui a été faite avec Elementor, donc le constructeur de page. Ça ne travaille pas sur l'entête ou sur le titre principal. Ça se concentre vraiment sur la zone principale. Donc là, si je fais modifier avec Elementor, alors je vais vous montrer l'autre page. Donc ça, c'est un modèle que j'ai chargé. Et là, vous voyez que ça hérite bien des polices de caractères que j'avais choisies au niveau de GeneratePress, donc la structure de base. Si par contre, je charge un modèle, parce que Elementor le permet, on peut charger des modèles tout près, le problème, c'est qu'il va charger toutes ces polices. Donc là, si je reprends le modèle que j'ai chargé tel quel, vous voyez qu'à chaque fois, il va charger ses propres polices qui sont dépendants du thème. Le gros souci de ça,
c'est que vous allez, dans votre site, charger à chaque fois tous les fichiers qui concernent la police. Et ça fait un poids qui est vraiment conséquent et beaucoup de requêtes. Donc là, on va voir comment nettoyer en fait la page de manière à ce que ça ne charge pas trop les polices. Quand vous ne chargez pas donc les polices, donc ça va hériter de ce que j'ai construit dans GeneratePress. Et l'intérêt, c'est que si je fais personnaliser, même si c'est un modèle qui est fait avec Elementor, vous allez voir qu'il va y avoir l'incidence, enfin le changement de style va bien s'appliquer même dans mon modèle Elementor. Donc, si je prends par exemple les titres qui sont des titres 3 et que je vais dans typographie en tête, donc je vais dans le titre 3, eh bien, vous voyez que si je change la taille de la police à cet endroit-là, eh bien, ça se répercute sur le modèle Elementor. Si par contre, je faisais la même chose avec l'autre modèle, je vais faire personnaliser. Donc là, je suis dans GeneratePress, je ne suis pas dans Elementor. Donc, je vais dans typographie, je vais reprendre la même partie avec le titre 3. Et vous voyez que ça n'a plus d'incidence. Pourquoi? Parce que la police est réglée localement dans le modèle Elementor et on n'a plus la main sur le réglage global. Donc ça, c'est très important au niveau des bonnes pratiques parce que vous allez perdre l'unité dans votre site et puis dès qu'il va falloir faire un réglage, ça va tout de suite devenir très compliqué parce qu'il faudra intervenir dans chaque page. Alors, je vais vous montrer peut-être tout de suite, c'est mieux comme ça, je vais sortir de ce mode-là où il règle ça dans Elementor. Donc là, je ne vais pas faire modifier avec personnalisé, mais avec Elementor. Donc, on rebascule dans l'éditeur d'Elementor. Alors, c'est pareil, c'est comme le menu personnalisé, on est en direct. Ils ont fait en sorte de garder une unité avec ce qu'on a dans le menu personnalisé, donc c'est à peu près la même logique. Donc là, je vais prendre ce bloc. J'ai l'édition qui est à gauche. On voit que c'est un H3. Alors, ce qui bloque déjà, c'est ça, grand. Donc, j'applique un style. Si je fais par défaut, ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'il a appliqué un style dans l'onglet style. Et si je vais dans le petit crayon typographie, eh bien, vous voyez, là, il a imposé une taille. Et c'est ça qui cause un problème. Si j'enlevais la taille, ça va hériter des styles par défaut de GeneratePress. Ensuite, l'autre souci, c'est qu'il a chargé une police. Donc ça, je vais faire par défaut. Et là, du coup, on va retrouver la police de GeneratePress. Alors, par contre, rien n'empêche d'appliquer une couleur. Ça, ce n'est pas du tout un problème. On pourrait localement, dans certaines zones, appliquer la couleur. Si ça se justifie, pourquoi pas. Ce qu'il faut faire attention, c'est simplement au niveau de la typographie, ne pas charger la police et ne pas changer la taille si vous voulez avoir une unité dans tout le site. Après, rien ne vous empêche pour certaines zones d'avoir un titre qui va être beaucoup plus grand. À la limite, pourquoi pas? Mais il ne faut pas le faire trop souvent parce que ça va être un vrai casse-tête au niveau de la gestion du design. Ensuite, il y a un truc intéressant dans Elementor, c'est un truc un peu caché, c'est que si je fais copier et que je veux l'appliquer à mes blocs que j'ai déjà construits, je fais coller, je vais faire coller le style. Et du coup, vous voyez, il va appliquer tous les réglages que je viens de changer sans toucher au contenu lui-même. Donc là, si je fais mettre à jour, vous allez voir ce qui se passe. Et si je règle maintenant avec GeneratePress, donc je suis obligé de sortir de la page. Ensuite, je vais faire. Alors, regardez, parfois, ça ne s'applique pas. Ça, je vous donne un petit truc. C'est parce que c'est le cache. C'est préenregistré au niveau des styles. Donc là, le petit truc, c'est si vous êtes sur Chrome ou n'importe quel navigateur, vous laissez appuyer sur la touche majuscule et vous faites recharger la page. Ça force le rechargement des styles. Donc là, maintenant, je vais faire personnaliser. On va repartir dans le GeneratePress. Ensuite, je vais dans typographie, titre widget. Je vais repartir dans le titre 3. Et vous voyez que maintenant, la taille de la police est bien appliquée. Alors, il y a un truc qui ne marche pas ici, c'est que j'avais oublié
d'enlever grande. Donc ça, il ne l'a pas appliqué au niveau de mes styles, mais il suffirait de le changer dans Elementor et ça marcherait très très bien. Donc là, je vais faire publier si je veux valider mon changement. Voilà, donc ça, gardez bien l'esprit. Si vous chargez un modèle d'Elementor, il faudra bien nettoyer les styles au niveau de la police de caractère. Et je vais vous le remontrer quand même au niveau de la taille de base. Si je reprends modifier dans Elementor, comme ça, je vais vous remontrer au niveau de celui qui ne marchait pas. Donc, c'était celui-ci. Vous voyez, il est sur grand. C'est ça qui bloque. Donc, si je remets par défaut, vous voyez que ça reprend exactement le même que le premier. Donc là, je vais refaire la même chose ici. Dans le copier-coller, ça, il n'irrite pas. Donc là, je vais me mettre à jour. Donc ça, très important. Sinon, vous chargez trop de police de caractère. Ensuite, donc, si je repars dans l'autre page, qui est ma vraie page d'accueil, donc là, vous voyez, on a vu que on pouvait faire pas mal de changements. Je vais quitter ce mode. Alors là, si j'ai cette alerte, c'est parce que je n'ai pas publié. Donc, je sors de la page. Et alors, ce qui est intéressant avec GeneratePress, c'est que non seulement vous avez des options au niveau global, mais vous avez des options qui sont locales. Si je vais tout en bas à droite, vous voyez, par exemple, j'ai au niveau de la barre latérale, je n'ai pas mis de barre latérale. Ensuite, il y a des widgets qui sont disponibles, on peut les désactiver juste pour cette page. On peut désactiver des éléments. Donc là, par exemple, j'ai désactivé le titre, parce que je l'ai laissé ici. Mais je pourrais le désactiver quand si je veux, par exemple, le gérer avec le constructeur de page. Et enfin, on a une option qui permet d'imposer la pleine largeur au niveau de la page pour que le contenu qu'on appelle boxé soit géré par le constructeur de page et non pas par GeneratePress. Et enfin, il y a un autre réglage que je voulais vous montrer qui est très important. Malheureusement, ce n'est pas le réglage par défaut. C'est quand vous êtes avec Elementor, quand vous installez Elementor, il faut vraiment, vraiment cocher ces deux cases. Désactiver les couleurs par défaut, désactiver les polices par défaut. Pourquoi? Parce que du coup, ça va hériter de votre thème. Alors bien sûr, ça contredit ce que je viens de vous montrer, mais c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que dans l'autre page, j'ai téléchargé un modèle et là, il vient avec tous ces styles. C'est quand vous utilisez des blocs de base d'Elementor, il va appliquer des couleurs et des polices par défaut. Donc ça, il faut vraiment le désactiver. Voilà, j'essaye de faire un point sur ce que je voulais vous montrer dans les bonnes pratiques. Je pense que on a la possibilité, je peux vous montrer quand même sur GeneratePress rapidement. Donc, si je vais dans Apparence, GeneratePress, on a plein d'options qui sont disponibles et on a éléments. Donc, si je vais sur tout le site, c'est avec cette partie que je peux récupérer dynamiquement des titres et on a plein d'options qui sont disponibles. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un système de règles d'affichage qui permet d'appliquer des règles, même poussées, avec du code même complexe, en fonction de certaines conditions. C'est un peu comme une playlist. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des playlists sur iTunes, mais c'est à peu près la même logique. Voilà, donc j'en ai fini. Je vais prendre vos questions. Ce que je voulais juste évoquer à la fin, c'est que je suis en train de lancer une formation qui va être gratuite, qui va parler beaucoup de tout ça. Donc, c'est une plateforme que j'ai mis en ligne qui va être disponible la semaine prochaine. Donc, il y aura un module assez complet. Il y a quasiment 5 ou 6 heures de vidéo. Donc, elle sera gratuite. J'ai envie vraiment de diffuser au maximum les bonnes pratiques autour de GeneratePress et d'Elementor. Donc, il suffit de s'inscrire. Fanny vous enverra le lien. Et puis, je vous enverrai le code par email. Donc, ça sera très probablement la semaine prochaine. Voilà, je vais prendre vos questions. Il faut juste que je repère où… Fanny, tu reprends la main du coup? Tu reviens ou pas tout de suite? Ah, Fanny, tu es là. Hop, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Ah oui, donc Grégoire, tu ne m'entends pas visiblement.
Moi, je t'entends. Ah si, pardon, d'accord. Donc en fait, merci. Les questions, Ah, vous d'accord, les avez… c'était à moi que tu me posais la question. Oui, D'accord, pardon, pardon. non, non, mais je te vous vois. Les questions, tu les as en fait en bas à droite. Est-ce que tu les vois ou pas? Alors, il y en a eu pas mal. Si on remonte… Question-réponse, c'est ça? Non, non. Ouais, alors il y en a eu Plus. beaucoup. Alors, donc ça, c'était sur le test. Je le vois pas. Attends, ça serait dans ma fenêtre principale Alors, si tu ou… veux, je peux te les poser. Ouais, vas-y. Donc, en début d'atelier, on a une question de Jacques qui nous demandait qu'est-ce que le thème enfant? Alors, le thème enfant, c'est un thème qui repose sur le parent. C'est-à-dire que si on a besoin de faire des modifications plus poussées dans les fichiers du thème, on va toujours travailler sur le thème enfant. Pourquoi? Parce que si le thème parent, donc c'est celui qui se met à jour, quand il se met à jour, il remplace l'intégralité des fichiers. Donc ça veut dire que si nous, on a créé des fichiers pour des fonctions sur mesure, tous ces fichiers vont disparaître. Donc, c'est un thème qui repose sur un autre thème. Donc, ça, c'est une très bonne question. Et alors, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que quand on a un thème enfant, il ne faut jamais supprimer le thème parent. Les deux doivent être présents dans l'installation. Par contre, on n'active que le thème enfant. Super, merci Grégoire. Que pensez-vous d'eau de switch? Oui, au niveau de l'hébergement, c'est très bien. Après, ils n'ont pas forcément l'infrastructure pour quand on doit tester les mises à jour facilement ou cloner le site. C'est pas ce type d'infrastructure. C'est plus pour les personnes qui sont peut-être un peu plus avancées. Quand on a besoin d'avoir vraiment un support avec une installation qui est sécurisée, avec vraiment un service dédié, je pense qu'il vaut mieux passer par des hébergements spécialisés, même si ça coûte un peu plus cher. Notamment Max. pour ses clients, hein, parce que ça permet d'avoir moins de surfroid au niveau quand il y a des mises à jour. Super, on a également Guillaume qui nous dit qu'il ne trouvait pas GeneratePress. Est-ce que tu pourrais indiquer où est-ce qu'on peut trouver ce thème? GeneratePress, quand on est dans un back-office WordPress, il suffit de faire ajouter un thème. On tape GeneratePress et on le trouve tout de suite. Très bien. Vraiment, il est dans les thèmes gratuits. Après, les options que j'ai montrées, qui sont les options premium, là, c'est disponible simplement sur le site de GeneratePress. Alors, on a Roxane également qui nous demande, on ne peut mettre du coup que des Google Fonts ou est-ce que tu Non, peux… on Non, peut mettre des polices sur mesure, c'est possible. Tant ouais, que vous arrivez à les exporter et à les mettre directement dans le thème enfant, c'est possible. Il y a une documentation sur ça dans le site de GeneratePress. Ouais. super. On a reçu beaucoup de questions sur le replay. Donc oui, le replay sera accessible dès la semaine prochaine sur une page YouTube. Alors la page n'a pas encore été créée, donc je ne peux pas vous envoyer le lien, mais on communiquera bien évidemment dessus. Ok, ok. On a atteint la limite maximum, en fait, puisque j'ai vu qu'il y avait 500 personnes. Non, bah, je pense qu'il y a des personnes peut-être qui se sont déconnectées. Là, on est Non, à tout à l'heure, il 4. y avait 500, j'ai regardé. D'accord, bon, bah, on avait atteint la limite. Ouais. Alors, on a Mathilde qui nous demande si le thème océan de WordPress est bien, Alors, c'est un WP. WP super. Par contre, on ne sait pas trop où ils en sont. Donc, c'est là où je suis un petit peu inquiet. On ne sait pas trop si ça va continuer. La structure est un peu… Ouais, je me pose des vraies questions par rapport à Ocean WP. Donc, c'est un Français qui a créé ça. Et puis, il est beaucoup plus cher quand même que GeneratePress avec quasiment les mêmes fonctionnalités. Très bien. Donc, il y avait Mais ça reste un Camille. bon… c'est à peu près la même logique. Ocean WP ou GeneratePress, c'est à peu près les mêmes types de thèmes. Donc, on a une question de Camille. Camille, d'ailleurs, qui avait animé une Malte Academy, qui nous demande, je ne comprends pas la différence entre Elementor et GeneratePress. Est-ce que tu pourrais l'expliquer? Il voit toujours mon écran là? Oui, tout à fait. Ok. Alors, là, la partie centrale, vraiment avec la grosse image, les blocs, tous les petits modules, ça c'est Elementor. La partie, le squelette vraiment du site, c'est vraiment la partie qu'on retrouve. Est-ce que je peux faire une capture en même temps? Voilà. C'est la partie qui est en haut, le menu, les options globales, les espacements, les blocs. Et puis, on a une partie qui est en bas avec ce qu'on appelle les widgets du pied de page et puis le copyright qui est en bas. Donc, tout ça, c'est GeneratePress qui gère ça, aussi les polices de caractères et toutes les options.
Et la partie vraiment contenu principal, c'est Elementor. Voilà. Très bien. On a J'espère que c'est plus clair comme ça. Je pense, ça a l'air très clair. On a Mathilde qui nous demande ton avis sur AccessPress Parallax. AccessPress Parallax, je ne sais pas. AccessPress Je ne Parallax. sais pas. C'est un quoi? Ce sera un thème, du coup, je pense. Oui, AccessPress pardon, Parallax. c'est un thème. D'accord, je ne le connais pas. Non, Bon. Ça fait quelques années, 5 ou 6 ans, que je n'utilise plus de thème premium, à part des moteurs de thème type GeneratePress ou CNWP ou des thèmes comme ça. Pourquoi? Parce que la plupart des thèmes, malheureusement, sont soit trop lourds, soit sont ce que j'appelle des thèmes jetables. C'est-à-dire qu'ils vont marcher 2-3 ans et après, l'objectif des vendeurs de thèmes, c'est de créer des nouveaux thèmes qu'ils vont revendre à nouveau et ils ne vont pas tenir compte de l'évolution de WordPress. Et comme WordPress évolue tout le temps, ben à un moment, on se retrouve avec des clients qui ne savent plus trop quoi faire avec leur thème parce que Mm. s'ils mettent à jour WordPress, ben tout casse. Voilà. Donc, je me méfie beaucoup de ce. Je ne dis pas que celui-ci est comme ça, hein, mais je vais toujours privilégier ce que j'appelle les moteurs de thèmes qui sont beaucoup plus pérennes dans le temps. On a C'est-à-dire Guillaume. qu'ils ont une structure de base et après, c'est une surcouche qui va permettre de personnaliser le thème. Et la structure de base, que je pourrais appeler le noyau, lui, il va continuer dans le temps. Il va suivre l'évolution de WordPress. Donc, on a Guillaume également qui nous posait une question, qui demandait est-ce qu'il faut utiliser wordpress.org ou .com? .com, on est hébergé chez WordPress.com. C'est un service. Donc, c'est gratuit pour la fonction de base, mais dès qu'on veut avoir des fonctionnalités plus avancées, c'est payant. Et puis, on n'a pas vraiment la main sur l'infrastructure. Si à un moment, on n'est plus du tout satisfait de WordPress.com, on est coincé. Si on est chez un hébergeur, on peut changer à tout moment. Donc, je conseille plutôt WordPress.org, hein, clairement. Très bien. Et est-ce que tu pourrais expliquer la différence entre les articles et les pages sur WordPress? C'est le truc récurrent. Il n'y a pas vraiment de différence, à part qu'ils ont 2 menus. Donc, je vais peut-être… Là, je n'ai pas de page tellement dans cet article, dans cette page. Vous voyez, je me trompe aussi. La page, c'est un contenu qui est fixe. C'est-à-dire que c'est les mentions légales, la page contact, la page d'accueil, qui est une page un peu particulière. Pourquoi elle est particulière? Parce que la page d'accueil, je peux appeler des articles dans une page d'accueil. Avec un petit module, je vais appeler un flux d'articles. Un article, c'est 2 choses principales. C'est l'article vraiment qu'on écrit. Alors, c'est comme une page, effectivement. Mais l'article, la différence, c'est qu'il va avoir des méthodes de classement, des catégories, des étiquettes. Et on va permettre de faire un flux d'informations. Dans un article, il y aura des archives d'articles. Alors, je sais que le terme n'est pas forcément bien choisi, parce que quand nous, on parle d'archives, on parle de choses qu'on ne voit plus. Mais dans la terminologie WordPress, une archive, c'est une suite de contenus. C'est un peu si vous allez dans le site du Monde, vous affichez tous les derniers articles, ben ça, c'est une archive d'articles. Mais il n'y a pas de page d'archives physique, c'est dans les fonctionnalités qu'on fait un affichage de tous les contenus. Mais en soi, il n'y a pas spécialement de différence, à part qu'il y en a un où c'est des contenus fixes et l'autre, c'est des flux d'informations avec plusieurs articles. Très clair. Mais c'est récurrent, ce type de demande, parce que c'est vrai que c'est pas évident à comprendre au niveau du concept. C'est une question qui revient souvent. On a Alex également qui nous demande si GeneratePress est compatible avec WooCommerce. Pardon. Oui, il est très très bien même. Il permet de personnaliser les fiches produits, les archives. Il a plein d'options natives. Oui. Alors, et on nous demande s'il faut un abonnement pro pour avoir accès justement à Generate, au thème Generate. Oui, c'est $49,95 la première année et après, il y a une remise de 40% dès la deuxième année. Donc, ça fait quoi? Ça fait 30 c'est quoi? $30 par an. Donc, ce n'est pas grand-chose pour un nombre illimité de sites. Et est-ce que c'est un thème adapté pour les portfolios? Oui, bien sûr, parce qu'on peut le mixer avec GeneratePress, avec Elementor. Donc, Elementor a des modules portfolio qui sont très, très bien faits. Oui, il n'y a pas de problème. Il faut le coupler du coup avec Elementor. Super. Paul qui nous demandait il y a quelques minutes, est-ce qu'il est possible de faire des scripts server-side? Des scripts Server-side. Server-side. Mais avec quoi? Avec GeneratePress ou Elementor Alors, je n'ai pas le contexte. Ah non, avec WordPress, j'imagine plutôt, non? J'imagine, ouais. Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle la REST API dans WordPress.
Donc, WordPress est en train de devenir ce qu'on appelle les headless CMS, c'est-à-dire qu'on utilise WordPress pour le back-office, mais on n'aura pas de site associé à WordPress. Ça peut être une application d'une banque ou n'importe quoi. Et il va communiquer avec WordPress pour juste gérer les contenus et le back-office en général. L'avantage de ça, c'est que WordPress, nativement, il est déjà multilingue. Il a 50 langues natives et il est complètement responsive. Donc, c'est pour ça que c'est de plus en plus utilisé comme back-office sans forcément avoir un site au final. Donc oui, c'est possible. Très bien. Gauthier nous demande ton avis sur Divi. Ouais, Divi, je ne suis pas très fan, hein, franchement. J'ai quelques clients qui me l'ont imposé. Alors, c'est vrai que la communauté est énorme. Ils ont tout qui est empaqueté dedans, le constructeur, les styles. Déjà, je trouve qu'ils respectent beaucoup moins les standards au niveau du constructeur. Il y a des couleurs un peu dans tous les sens. Et puis, dès qu'on doit faire des personnalisations plus poussées, il est très limité. Donc, c'est ça qui me bloque un peu. Alors, c'est vrai que pour faire un site rapidement qui ne va pas être amené à être changé plus tard, c'est bien. Mais si on veut faire évoluer le projet après, là, ça devient vite compliqué. Alors, il y a Émilie. Je suis vraiment désolée parce qu'on a reçu vraiment beaucoup de questions, donc on ne va pas pouvoir toutes les prendre. J'essaye de prendre celles qui peuvent vous concerner le plus. Alors, il y a Émilie qui nous demandait dans quel cas il est nécessaire de créer un thème de zéro au lieu d'utiliser un thème existant. Bah déjà, quand on a beaucoup de budget, ça, c'est la première chose, parce que ça coûte beaucoup plus cher. Et ouais, après, si vraiment on a besoin de fonctionnalités très spécifiques, mais moi, je pars du principe qu'on peut partir au moins de GeneratePress parce qu'il le permet. Il a une structure qui est très légère. Et après, on peut personnaliser à outrance avec… il y a tout un système de hook qui est prévu, c'est-à-dire c'est des zones d'accroche où on peut injecter du code ou changer des comportements facilement. Il est vraiment construit comme WordPress. Donc, non, moi, il y a bien longtemps que je passe plus, j'utilise plus un thème de zéro. Je préfère passer par au moins un squelette basique, mais au moins de partir de quelque chose, histoire de gagner du temps, hein, tout simplement. Très bien. On a reçu plusieurs questions sur OVH. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Oui, OVH, c'est le leader français, d'accord, mais il y a beaucoup de soucis, quoi. Ils sont devenus trop gros, ils ont une entité aux États-Unis, ils font du téléphone, ils font trop de choses, ils n'arrivent pas à suivre. Alors, ils ont fait progrès au niveau du support, ça a été catastrophique à un moment. Alors, pour les grosses infrastructures, je sais que c'est pas mal quand on a les serveurs dédiés, mais pour les petites structures, non, on a régulièrement, nous, des problèmes, hein. Enfin, on voit beaucoup de monde dans la communauté avec les Meetup, et les Slack et compagnie. On a régulièrement des soucis, hein. Non, je ne le recommande pas. Non. Très bien. Pour les offres de base. Hein. Est-ce que tu as un avis sur One and One? Je connais mal. Bon, c'est un gros leader aussi. Non, je ne connais pas très bien. Je n'ai pas d'avis plus que ça. Non. Enfin, je connais deux noms, évidemment, mais je n'ai pas eu tellement de clients ou de collègues qui l'ont beaucoup utilisé, donc je ne sais pas trop. Je ne peux pas m'avancer. Alors, tout à l'heure, tu as parlé d'un bon hébergeur. Donc, tu as parlé de Zapier. Tu as parlé également… Alors, Zapier, ce n'est pas un hébergeur. Hein. Non. Alors, tu as parlé d'autres… Ouais, ThemeCloud et WP Server. Ouais. Voilà, très bien. Donc, c'était pour c'est Irénée. deux acteurs français qui ont vraiment des hébergements dédiés WordPress. Donc, ça fait vraiment la différence. Et puis, voilà, ils ont un bon support. Et ils gèrent toute la sécurité. Ils permettent d'installer des outils assez poussés pour mettre à jour, pour tester avant de faire toutes les mises à jour de WordPress sous extension. Donc, ça, c'est très important hein, quand on a un site WordPress. Alors, il y a Oran qui nous demande, est-ce qu'il vaut mieux privilégier la création d'un site WordPress en ligne ou en local? Alors, c'est vrai que c'est quand même plus intéressant de travailler en local parce qu'on peut tester, c'est plus rapide. Et puis maintenant, on a des outils qui permettent quand même de mettre beaucoup plus facilement à jour. Alors moi, je conseille local par Flywheel. Hein, c'est un outil qui est gratuit, qui marche sur Mac et sur PC. Et en un clic, on installe WordPress en local. Après, il y a toujours la migration, mais maintenant, ça s'est énormément simplifié. Il y a une extension qui s'appelle All-in-One WP Migration et qui permet facilement de passer d'un environnement à l'autre. Après, si vous êtes sur des infrastructures comme WP Server ou ThemeCloud,
eux, ils ont tout un système où vous pouvez travailler directement en ligne et ils vont transformer votre site en quelques clics en serveur de prod. Donc, ça va être le site définitif. Donc là, ça vous évite de faire la migration. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, c'est des serveurs qui sont très rapides. Donc, vous n'aurez pas beaucoup de différence entre le fait d'être en local ou en ligne. Très Bon, bien. après, si vous voulez travailler de la plage, sans, pas en ce moment, mais sans connexion, c'est pas mal d'être en local. Ouais. Il y a Jocelyn qui nous demandait, est-ce que les thèmes installés jouent sur la sécurité du site? Clairement, oui. Il y a Mm. plein de. Alors, les thèmes qui sont installés par défaut, je pense que c'est ça la question. Si c'est ces thèmes-là, il n'y a pas de problème. Par contre, oui, il y a des thèmes qui sont. Souvent, les failles de sécurité viennent des thèmes. Et en plus, il y a beaucoup de thèmes premium qui impactent avec le thème les extensions directement dans le thème. Alors, ça, c'est une très, très mauvaise pratique. Pourquoi? Parce que si l'extension a une faille, comme l'extension est dans le thème, eh bien WordPress ne voit pas la mise à jour et du coup, bah, boum, le thème est facile à attaquer. Donc souvent, les attaques de sites WordPress, ça vient plutôt des thèmes premium. Ouais. Dans On a la une, ques- grande majorité des cas, c'est ça. on a une question aussi de Riyad qui nous demande, est-ce que tu connais des thèmes qui sont RGPD friendly? Alors, ce n'est pas le thème qui est RGPD friendly, c'est WordPress ou les outils qui sont installés. Donc, WordPress, il est RGPD friendly, sans problème. Après, il faut choisir les extensions qui le sont. WooCommerce, par exemple, l'est nativement. Au niveau des formulaires, moi, je pense à WP Forms, qui est compatible RGPD également. Bon, la plupart, maintenant, sont compatibles. Et ils utilisent l'API de WordPress qui permet de supprimer les données locales quand la personne le demande. Où se place Gutenberg dans tout ça? Ah ben, Gutenberg, moi, je l'utiliserais plutôt pour les articles ou pour les pages basiques. Donc ça, c'est très bien. Au niveau de la mise en forme, je ne suis pas du tout fan. Je trouve que ce n'est pas encore mature du tout. Il y a beaucoup de bugs. Donc quand on est dans des mises en page assez simples, les blocs Gutenberg, c'est très bien. Je le recommande plutôt donc, pour les pages simples ou pour les articles. Par contre, ne prenez pas Elementor pour les articles. Ça n'a aucun sens. Parce que déjà, au niveau du référencement, ça va vous faire des structures qui seront trop compliquées. Et puis, si vous êtes abonné, par exemple, avec des flux RSS ou autres, l'affichage ne va pas forcément être ce que vous attendez. Donc, moi, je conseille plutôt Gutenberg pour les articles ou pour les pages simples. Et puis, quand vous avez besoin d'aller un peu plus loin, Elementor pour faire des pages un peu plus complexes.